Merci beaucoup Patrick, merci à Didier, merci à Alix, parce que franchement c'est très sympa d'arriver à organiser des réunions politiques dans l'ambiance générale dans laquelle nous sommes depuis quelques temps, particulièrement un samedi matin et particulièrement sans chaudière. Merci beaucoup, merci à tous d'être là. Je me permets de saluer particulièrement la présence de Bertrand et de Régine. C'est vraiment très bien de pouvoir se retrouver autour de débats et de discussions. Je vais vous dire quelques mots et puis vous proposer une façon la plus simple de discuter et de travailler ce matin. Quelques mots d'introduction pour vous expliquer notre démarche, pour vous expliquer pourquoi nous vous invitons à discuter un samedi matin comme ça à Toulouse de l'avenir du Parti Socialiste, et puis des thématiques qui peut-être doivent être plus particulièrement celles que nous voulons aborder ce matin. Alors d'abord, pourquoi Cohérence Socialiste ? On a décidé de fonder Cohérence Socialiste en juin dernier parce que nous assistions médusés à l'explosion du groupe socialiste des députés à l'Assemblée nationale sous nos yeux, sans rien pouvoir faire. L'explosion. On a un certain nombre de camarades qui unilatéralement se sont, ont considéré qu'ils n'avaient plus à suivre le vote de leur groupe, le vote de la majorité, le vote tel qu'il était décidé par la majorité socialiste. Cette décision a créé une tension énorme à l'intérieur du groupe socialiste, et pour être tout à fait franche, un certain nombre d'autres camarades ont réagi à nos yeux de la pire façon, c'est-à-dire par la façon de dire il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de problème, tout le monde doit marcher au même pas, ce qui, bien évidemment, n'a pas spécialement réglé les problèmes, à vrai dire, les a plutôt attisés. Et on s'est aperçu, Yann, Alexis Bachelet, Valérie, moi, qu'au milieu des gens, des députés, des militants qui souhaitaient simplement qu'on arrête de se taper dessus et qu'on retrouve une ligne commune et une ligne de combat commun qui rassemble l'ensemble évidemment des députés, des sénateurs, mais aussi des militants, en fait, il n'y avait pas beaucoup de propositions à ce moment-là, beaucoup d'offres pour permettre de continuer tous ensemble. La démarche, elle est simple. Elle est de dire des débats et des désaccords sur la ligne politique, nous en avons. Nous en avons, et ce serait terrible de le nier. Il y a des désaccords profonds. Moi, j'ai été dans plus d'une trentaine de fédérations au cours des 6 derniers mois. Je ne connais pas de réunion, j'en ai encore une d'ailleurs mercredi soir à Rueil-Malmaison, je ne connais pas de réunion, je n'ai pas connu de réunion où les militants n'aient pas dit qu'ils avaient du mal, certains avec le fait qu'on n'ait pas fusionné l'impôt sur le revenu et la CSG, d'autres c'est la question du droit de vote des étrangers, etc., etc. Dans toutes les réunions, je peux même d'ailleurs vous donner d'ores et déjà la liste probablement de toutes les thématiques qu'on aura à discuter ce matin. Donc les débats existent. Mais que ces débats se traduisent par une dissension, une cassure de cette ampleur-là et de cette problématique politique-là au niveau national, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Nous n'avons pas été envoyés à l'Assemblée nationale les uns et les autres pour créer une baston générale et refuser de soutenir notre gouvernement dans les moments les plus importants de la majorité, c'est-à-dire le vote budgétaire. Donc comment arriver à faire en sorte qu'à la fois les débats ne soient pas niés, qu'il n'y ait pas de débat interdit à l'intérieur de la majorité du Parti Socialiste, parce que c'est un petit peu quand même ce qui se passe en ce moment, qu'il n'y ait pas de débat interdit, et qu'en même temps, on fasse notre travail de majorité. Nous avons la responsabilité de ce pays, nous avons la responsabilité de faire en sorte que ce pays aille mieux en 2017 que ce que nous avait légué à la droite. Nous avons aussi une responsabilité énorme, qui est celle de la reconquête en 2017. Et quand je parle ici à Toulouse de reconquête, je sais que depuis quelques mois, malheureusement pour vous, c'est vraiment du très très concret. Donc on en est là. Et la façon de, à la fois, passer au-dessus et trouver des solutions de rassemblement sur les débats interdits, et puis d'organiser la reconquête pour 2017 et même avant, parce que nous avons évidemment d'autres élections avant et on pourra en parler, mais la seule solution, c'est le Congrès. Et c'est pour ça que Cohérence Socialiste aussi s'est constituée, c'est qu'on a dit, écoutez, arrêtons de nous chamailler dans la presse, arrêtons de voter les uns contre les autres à l'Assemblée nationale, et allons au Congrès et redemandons à tous les militants, à nous militants,
de dire, voilà, nous voulons telle solution et tel choix pour tel et tel sujet d'ici la fin du quinquennat. C'est aussi simple que ça sert à ça un congrès, et je pense véritablement que c'est le moment ou jamais d'aller au bout de cette démarche et de crever l'abcès qui s'est constitué à l'intérieur même de notre parti, et à vrai dire, c'est beaucoup plus ennuyant encore une fois, parce que c'est le pire endroit à l'intérieur même du groupe majoritaire. Donc l'appel au congrès, on l'a lancé dès juin, et il se trouve qu'on a été entendu par le premier secrétaire, Jean-Christophe Cambadélis, qui n'était pas parti il y a quelques mois sur cette démarche-là, et qui, au fur et à mesure de ce qu'il voyait, des difficultés qu'il constatait, et du fait quand même que certaines grandes voix du parti se sont mêlées à la bataille de manière de plus en plus, on va dire, peu consensuelle, il est arrivé à la conclusion qu'il fallait bel et bien aller jusqu'au Congrès. Et donc maintenant, voilà, on a cette opportunité d'arriver en juin au Congrès. Alors encore une fois, notre démarche à nous, elle n'est évidemment pas de rajouter du bazar à une situation politique qui est relativement compliquée d'ores et déjà. Il s'agit de proposer une ligne qui à la fois tranche les débats entre nous et en même temps rassemble tout le monde. Je veux dire très franchement, je ne crois pas un instant que la gauche puisse être de nouveau majoritaire dans notre pays dans les 10 ou 15 prochaines années si une partie de notre propre parti faisait sécession, que ce soit à la dite gauche du parti ou à la droite du parti, si ça existe et si en tout cas ça correspond à une certaine volonté des uns et des autres. Nous avons gagné l'élection présidentielle avec 51,5% des voix. C'est tout petit. 1,5 points, c'est tout petit. Si nous avions manqué un bout de notre parti, un bout de nos valeurs, un bout de notre action de gauche, tout simplement, nous n'aurions pas été majoritaires. Donc je ne crois pas un instant que si nous ne reconstruisons pas l'unité et le rassemblement sur des lignes très concrètes, très claires et très tranchées du Parti socialiste, et évidemment au-delà de la gauche, nous puissions prétendre de nouveau à cette fameuse reconquête et puis à la majorité. Alors, ces mots d'introduction très politiques étant posés, et évidemment le livre que nous avions écrit avec Yann, Alexis et Valérie, Contre la mort de la gauche, visant à la fois à poser ce débat politique, mais surtout à mettre en avant le fait qu'il y a un certain nombre de débats qui doivent être tranchés si on veut atteindre de nouveau cette unité. Je voudrais quand même dire quelques mots du fond et puis peut-être vous proposer deux thématiques particulières ce matin de débat, sachant que tous les sujets sont à nos yeux importants. La division du groupe socialiste à l'Assemblée s'est faite sur la politique économique. Elle s'est faite sur la politique économique, il faut arrêter de se cacher, et pour être franche, il y a un certain nombre de points de la politique économique que Valérie, Yann, moi-même avons beaucoup de mal à valider. Je vais vous donner un exemple très concret parce que ça fera partie probablement des choses qu'on va aborder dans un premier temps. Nous avons tous les quatre choisi d'ouvrir une lutte contre ce qu'on appelle l'optimisation fiscale agressive. Grosso modo, les firmes internationales qui refusent de payer leurs impôts. On a poussé depuis 3 budgets des amendements, des propositions de modification, des durcissements de la loi. À chaque fois, on nous a dit c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et là, cette fois-ci, nous avions enfin abouti à un accord avec des juristes, avec l'OCDE. Et au dernier moment, en hémicycle, le gouvernement nous a donné un avis défavorable et nos amendements ont été rejetés. C'est un exemple, malheureusement, un peu trop concret de la façon dont la machine est désormais bloquée entre la façon dont la gauche a envie d'avancer dans ce quinquennat et puis la façon parfois où notre gouvernement a un peu de mal à trouver le point d'équilibre, un nouveau point d'équilibre avec sa propre majorité. Mais évidemment, les débats de politique économique sont beaucoup plus larges que la seule question de l'optimisation fiscale. Je commence par là parce que je pense que Valérie aura envie d'en parler particulièrement en tant que rapporteur général du budget. Il y a une deuxième thématique qu'on a choisi de mettre en avant dans Contre la mort de la gauche et qu'on portera au Congrès, c'est la question des institutions. Alors, on a un peu défrayé la chronique à La Rochelle en étant les premiers, parce que depuis là, il y a plein de gens qui l'ont fait, y compris le président de l'Assemblée nationale, à dire qu'on voulait supprimer le poste de Premier ministre. Alors en fait, je suis très présomptueuse en disant qu'on a été les premiers, parce que pour tous ceux qui ont lu La paille et le grain de Mitterrand, et dans cette merveilleuse salle, je pense que ça a un sens, en 74, Mitterrand proposait la suppression du poste de Premier ministre, tout simplement parce qu'à l'époque, pour le coup, c'est vrai que le degré de présidentialisation de la Ve République était largement supérieur à celui qu'il est aujourd'hui.
Donc ce n'est pas nouveau, c'est la question terrible de la façon dont la Ve République, comment dire, n'est pas suffisamment démocratique aux yeux de la gauche, et c'est la question qu'on se pose chaque fois que la gauche, nous, sommes au pouvoir, on s'aperçoit qu'on a quand même un tout petit peu de mal à remettre de la démocratie dans le système. Donc la question des réformes des institutions, c'est un sujet qui peut-être peut paraître abstrait, très lointain, c'est à mes yeux un sujet clé pour faire descendre le vote Front National dans les prochaines années. Si nous ne parvenons pas à redonner à nos concitoyens le sentiment réel que ce qu'ils mettent dans l'urne a un sens pour la suite des événements, je pense qu'on n'a vraiment plus trop, malheureusement, d'inquiétude à avoir. On ne sera plus entendu aux prochaines élections. Et puis le troisième thème qu'on aborde dans Contre-la-main de la gauche, c'est un serpent de mer qui nous a divisés il y a quelques années et qui n'est une plaie qui ne s'est jamais refermée, c'est la question européenne. Donc pour tous ceux qui ont été de l'aventure, peut-être dans cette salle de NPS, et qui ont, comme moi, comme Valérie, milité contre le traité constitutionnel européen, on sait tous qu'à l'époque, notre division avait à la fois été mal comprise, mal entendue, et surtout n'avait jamais été soldée par une position socialiste et de gauche synthétique et de compromis. Je ne pense pas que ce soit cette bataille-là qui soit encore sur la table. Je pense que la bataille sur l'Europe est bien pire que ça. On est face à un parti politique, le Front National, qui met comme premier engagement la sortie de la France de l'Union européenne et de la zone euro, en tout cas de la zone euro. Donc on est sur un débat politique qui fait système en France, qui fait véritablement, on va dire, qui constitue, qui organise la scène politique française. Dans ce combat-là, dans ce débat-là, la parole de la gauche, la parole du Parti socialiste est pour le moins émoussée, pour pas dire un peu alambiquée sur un certain nombre de sujets, et nous avons pris position là-dessus. Mon introduction est déjà beaucoup trop longue. Je vous propose peut-être dans un premier temps de donner la parole à Valérie sur les questions économiques, et puis de débattre, voilà, que tout le monde puisse s'exprimer sur ces questions-là. Et puis dans un deuxième temps, on va faire moitié-moitié, aborder peut-être d'autres sujets, notamment la question des institutions et des questions européennes. Et je vous remercie déjà de m'avoir entendu et écouté dans cette première introduction. À toi Valérie.